Zach, merci beaucoup d'être là. Je suis trop content. C'est incroyable. Là, on est genre stade Jean-Bouin dans les loges. On voit le Parc des Princes juste derrière. C'est incroyable. Je suis trop bien. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Merci à toi, bro. Merci surtout à toi d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je t'avais envoyé un message il y a presque 1 an. Tu m'avais dit qu'à ce moment-là, tu étais pas encore, dans le mood. Tu venais d'arriver au Stade Français, tu venais de changer. Pas mal, je pense, de contexte perso aussi où tu étais pas dans le mood et après tu es revenu vers moi, tu m'as dit: «OK, là, je suis chaud, je pense que c'est le bon moment, donc ça va être trop, trop cool». Pourquoi tu t'es dit que là, c'était le bon moment? Déjà, pour moi, c'est quelque chose que je voulais faire, c'est de faire un podcast en français Mmh. parce que quand je fais les podcasts, souvent, c'est en anglais, donc Ouais, ça fait plaisir de parler avec toi en français, discuter. Et surtout, le dernier podcast que j'ai fait, j'avais pas mal de supporters en France, de Rouen, Nevers, Pau et Stade Français, qui m'a dit: «C'est cool, mais on comprend pas trop, donc ouais. est-ce que tu peux peut-être faire un podcast en français?» Donc là, on est là. Et après, moi, je suis quelqu'un qui va jamais faire les podcasts, les interviews pendant les périodes peut-être difficiles où là, mon concentration, c'est toujours le terrain, Complètement. c'est toujours le rugby. Et là, l'année dernière, on était dans une période un peu difficile. Donc là, c'était pas le moment de Focus, discuter terrain, même sur moi, ma carrière. complètement. C'était pas le moment pour moi, c'était le moment de l'équipe. Donc, mais là, on est dans une période un peu mieux et au début de l'année. Et donc, c'est le bon moment de Complètement discuter les choses. et pour mettre le contexte, là, on est mercredi, quoi, 1er octobre, ça doit être ça? 1er 1er octobre, oui. octobre, c'est ton anniversaire, Exactement, 31. 31. Happy birthday! Merci beaucoup, hein. Ça va vite, hein? Ça va très vite, hein. Je suis génération 94 aussi, j'ai 31 aussi. Là, ça commence, on rentre dans les âges où ça pique, hein. On parlait, c'est fini, on arrive sur le terrain, on bute de 50 mètres, hein, c'est Là, terminé tout ça. ça, c'est fini. Avant, j'ai resté sur le terrain après un entraînement 3 heures, j'ai booté, j'ai joué un peu de foot, rugby, tout ça. Maintenant, c'est fini, tu frappes 3 ballons, bain froid direct et beaucoup de récupération maintenant. Mais, vrai sujet avant qu'on commence à parce qu'on a peu de temps, donc il faut vraiment qu'on soit bon. Vrai sujet, tu disais que toi, les gens se rendent pas compte, mais si tu as genre 3 entraînements ou 4 entraînements dans la semaine de match, tu dois venir 2 heures avant l'entraînement pour t'échauffer et te mettre en condition et tout, quoi? Ouais, pour moi, nous, on a un groupe qui s'appelle le Morning Club. Il y a les Français, les étrangers dedans et c'est plutôt les mecs un peu plus vieux. Il y a 2-3 jeunes aussi, mais les mecs un peu plus âgés. Et en vrai, si je sais que je dois courir la première fois au booter, la première fois à des 9 heures, moi, on arrive à 7 heures et pour moi, c'est bain froid direct, c'est kiné, c'est mobility. Bain froid à l'arrivée, à 7 heures du mat? Ouais, moi, Jeremy Ward, John Marchand, Baptiste Pesanti, Paul Gabriel pour l'Allemagne, il y a plus, hein. Euh, C'est vrai que c'est encore mieux qu'un café, un bain froid. ouais, exactement, mais eux, ils font le café après. Mais moi, j'ai jamais bu un café dans ma vie, donc Mais non, je sais pas pourquoi, mais c'est incroyable. un peu ça. Mais donc, oui, moi, j'arrive, c'est bain, on mange, bain froid, beaucoup d'activation, rééducation, mobility. Et parce que sinon, si j'arrive sur le terrain sans avoir fait l'activation mobility, tout ça, je peux pas courir, je peux pas bouger. Donc, je me sens bien. Après, j'ai fait mon activité, et Ouais. le mobility, tout ça, mais c'est vrai qu'on peut pas arriver maintenant et sprinter à 100% direct. Ah oui, c'est fini ça. C'est fini ça. Mais du coup, ouais, 3-4 entraînements, 2 heures avant, ça fait des journées chargées, des semaines chargées. T'as autant le week-end, c'est le plaisir, autant la semaine, c'est vrai que c'est lourd quand même. Tu sais, tu finis tes Je veux journées dire, à mais 14-15 heures, ça fait des grosses journées, quoi. oui, mais pour moi, c'est toujours le plaisir. Je sais pas, Mmh. je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu mon mentality de ma carrière, mais pour moi, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai les amis, j'ai la famille qui font le vrai boulot dans la vie, qui ont beaucoup de pression dans la vie, qui gagnent pas bien la vie, les choses comme ça, qui ont beaucoup de stress, beaucoup de difficultés. Donc, je sais que même si je suis fatigué, si je suis blessé, s'il y a des trucs qui ne vont pas, c'est toujours un vrai plaisir de jouer. Même en fédéral, en Pro D2, Top 14, tous les jours, c'est un plaisir. Je suis reconnaissant tous les jours, même d'avoir mal. C'est un plaisir que j'ai utilisé mon corps pour une carrière de sportif professionnel. Ouais. Et donc, ça veut dire que j'ai mal. Mais c'est un plaisir. Je suis toujours reconnaissant. Je suis toujours content d'être là. Et tu vois, c'est une vraie bonne vision. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le mood du rugby pro depuis qu'ils ont 14-15 ans, qui connaissent un peu que ça et qui sont un peu dans un tunnel, tu vois? Et qui voient pas trop, la vraie vie à l'extérieur, tu vois? Et Ouais. des fois, ils se rendent pas compte que oui, c'est dur, mais enfin, c'est beaucoup moins dur que beaucoup de gens, Ouais, mais dans le monde, tu vois? c'est un peu ça vient de là mon mentality, c'est que j'ai passé moi, je pensais pas être rugbyman pro comme ça. Ouais. J'étais dans les écoles normales, normaux, j'étais pas espoir. Je suis allé à l'université, j'ai joué dans la 4e équipe, la 3e équipe. Tous mes potes, ils sont drôles au rugby. Même j'ai joué en fédéral et je pensais jamais être au Stade Français, tout ça. Donc tous les jours, pour moi, c'est un bonus et je suis reconnaissant d'être là et
là, avec la base d'entraînement qu'on a, le stack qu'on a, je peux pas me plaindre. Je vais Complètement. jamais me plaindre, même, moi, j'ai dit en anglais souvent: «A bad day on my shoes is still a good day». Une mauvaise journée dans mes chaussures, c'est toujours une bonne journée. Complètement. Donc c'est toujours mon mentalité. Tu me fais une transition magnifique. Ce que j'aimerais bien évoquer dans ce podcast, c'est du coup ton parcours vraiment ultra atypique. La petite anecdote, c'est que je pense pas que tu t'en souviennes, mais on a joué l'un contre l'autre. C'était un Rouen-Strasbourg. À l'époque, tu sais, c'était les 2 grosses équipes un peu de la Fédérale Ouais, 1 je me là. rappelle, oui. On se rencontrait en phase finale. On vous détestait. Normal. Et vous nous aviez battus chez vous, nous on vous avait battus chez nous. Enfin, c'était drôle, c'était drôle. On nous traitait tous les 2 des équipes de mercenaires, tu sais, on était Ouais, ouais. détestés de tout le monde, mais c'était une belle bagarre quand même entre cette sacrée époque. Tu as un parcours vraiment assez atypique et on va revenir là-dessus assez rapidement. Ensuite, on va parler de skills, de tir au but. Parce que je sais pas si les gens s'en souviennent, l'année dernière, tu as un taux de transfert à 90 de réussite sur la saison. Toi, tu dois être fier quand même parce que les gens souvent disent: «Ouais, il a marqué 350 points». Oui, mais si ton équipe, elle met 50 points, à chaque match, ou bien 50-0, que ta transformation, c'est en face des poteaux, ça va. Sur une saison galère où chaque 3 points, ils comptent, le niveau de pression, il est élevé, réussir à sortir à 90 c'est très fort et toi, les buteurs qui connaissent un peu ça, c'est très, très fort, tu vois? Ouais, ouais. On va en discuter, mais pour moi, le pourcentage, je regarde jamais. Tout ce qui est, comme j'ai dit, sur le mentality, tout ça, on va en discuter, mais pour moi, tout ce qui est external, ça existe pas. Moi, je suis quelqu'un de très très processus et même il y a les mecs dans l'équipe qui se foutent de ma gueule parce que je parle de process tout le temps, mais c'est un peu difficile à comprendre, mais même si le ballon, ça passe entre les poteaux, pour moi, je peux pas trop contrôler ça. Même les résultats, je peux pas contrôler ça. Moi, c'est vraiment ce que je peux contrôler, c'est moi, le ballon et mon processus, ce qu'on va faire après. Mais donc c'est cool que j'ai passé une année avec un bon pourcentage, mais pour moi, c'est pas moi, je me focalise pas là-dessus. Le plus important, c'est toujours mon geste, mon processus, comment je frappe le ballon. Parce que des fois, tu frappes mal, mais ça passe et des fois, tu frappes bien et ça passe pas. Je suis tellement d'accord. Donc vraiment, moi, je suis quelqu'un qui me focalise que sur mon processus et Tout ce que tu maîtrises, tout ce que tu tout ce maîtrises que de je A à Z. maîtrise. Après si ça passe ou pas, tu vas plus juger ta sensation et le C'est feeling et le exactement contact ça. avec le ballon, plus que est-ce que ça passe milieu, droite ou Et autre. là, je peux te donner un exemple, c'est que l'année dernière, j'ai raté la pénalité d'élégant à Perpignan, dans un match très important. Mmh. Et la semaine après, j'ai mis la pénalité d'élégant contre Lyon, ici, dans un match peut-être encore plus Ouais. important. Mais pour moi, il y a rien dans le processus qui a changé. Mais tout ce qui est external, ça a beaucoup changé. Tu sais, je j'ai pas regardé, je regarde pas, mais j'imagine que je me suis fait insulter dans le média, le Ouais, réseau, complètement. le résultat, le classement, le pourcentage. Il y a les supporters, même ceux qui ont autour de nous, je vois les différences dans le traitement des joueurs et tout ça. Mais pour moi, j'ai raté le samedi, j'ai mis le penalty le samedi après, mais pour moi, C'est la même le chose. dimanche matin, c'était le récup. Le lundi, c'était processus visualisation. C'était tir au but, c'était Ouais, entraînement, complètement. c'était regarder comment je peux être Et du meilleur coup, et toi, tout. ton analyse, pas sur si elle passe ou pas, soit entre le coup de pied de l'USAP et du Loup, c'était la même chose, c'était bien, tu étais content de ta routine? Exactement. Et là, je suis dessus surtout pour mes coéquipiers, mon équipe et le club. J'ai raté celle de Mmh. Perpignan. Mais pour moi, je peux pas donner mon concentration, mon énergie à tout ce qui est external, tout ce qui est autour. Je dois donner mon maximum à mon processus. Moi, j'ai pas changé la semaine. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'était exactement le même. J'ai gardé le même processus, j'ai gardé le même fonctionnement de travail. C'est juste que le samedi là, ça n'a pas passé et le samedi après, ça a passé. Donc pour moi, vraiment, toute ma carrière, la concentration, c'était d'être Sur vraiment ce que tu maîtrises. concentré sur ce que je maîtrise, tout ce qui est internal et pas tout ce qui est external. J'ai envie de partir là-dessus, hein, tu tu Dave Alred, tu connais forcément et il a sorti un livre, qui s'appelle The Pressure Principle. Pour moi, c'est genre moi, j'étais buteur aussi, c'était genre ma bible de A à Z et il répète ça tout le temps, tu vois? Genre, process, Et process. c'est même pas juste pour les tirs au but, c'est pour la vie. J'ai joué en fédéral, j'ai joué en top 14, j'ai joué tout ce qui est entre les 2. Et en fait, c'est bien d'avoir les rêves. Moi, j'ai rêvé de jouer le plus haut et là, j'ai mis à côté. Mais mon concentration tous les jours, c'était tout ce qui est internal. C'était si je suis blessé, si je joue pas, même les sélections, ça, c'est pour les coachs. Là, j'ai pas joué la semaine dernière. Cette semaine, peut-être je vais jouer, mais ça change à rien. Ça, je peux pas contrôler. Donc, c'est le lundi, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, et c'est tout. Tout ce qui est external, les journaux, les sélections, tout ce qui est ça, C'est pas de je veux toi, pas dire que je m'en fous, mais c'est juste que ça t'appartient pas, c'est une exactement, décision des autres. je mets pas la Le concentration nombre là-dessus. de gens d'ailleurs en dehors du rugby qui
bouffent de l'énergie et tout leur Exactement, esprit sur des choses qu'ils maîtrisent pas, qu'ils peuvent pas contrôler. C'est vraiment une super mindset. exactement. Allez, on va revenir oui et dans un troisième point, j'aimerais quand même bien qu'on discute aussi peut-être un peu de santé mentale, si on a le temps, ça dépendra. Vas-y. Hem, Ton parcours, on va revenir dessus avant de retourner sur le tir au but. Je disais, on a joué l'un contre l'autre à Rouen. Avant ça, on va repartir en Angleterre. Tu es né à Brighton. Oui. Tu déjà pas très loin de la France, hein, Brighton, parce que Brighton, c'est Exactement, vraiment, c'était juste à côté, je tu savais traverses que la c'était Manche, là. mais je crois que du coup, par contre, tu as peut-être joué au rugby à Brighton, mais tu es allé très vite à Londres, parce que tu me disais que école de rugby Harlequins, donc ça, c'est à Londres? Ouais, c'est à Londres, mais là, c'est 45 minutes de Brighton en OK, voiture, donc j'ai resté à Brighton, juste à côté de Brighton. OK. C'est là où j'ai grandi. J'ai joué rugby, j'ai joué foot et en fait, moi, je voulais être sportif professionnel. Je savais pas que dans le rugby, le Mmh. cricket, vous avez pas en France, mais Non, ça joue fort, bon, ouais. je J'ai kiffe bossé en Nouvelle-Zélande, dès qu'il y avait une pause, c'était cricket, hein. cricket, hein, on J'étais adore. nul, c'est dur. Ouais, normal. Mais donc le rugby, le foot, le cricket, j'étais toujours dehors, j'ai joué le sport tout le temps avec mes amis et tout ça. Je suis allé dans les écoles normales, Mmh, rien à dire. Pas en Angleterre, il y a les écoles qui sont connues pour le rugby. Moi, j'étais pas du tout dans une école comme ça. J'étais dans l'école de rugby de Harlequins, mais à 15 ans ou 16 ans, ils m'ont quitté. ouais. Ça se dit? Ouais, ils ont décidé d'arrêter, Ils quoi. ont décidé d'arrêter. Ils ont dit que j'étais trop petit. J'ai reçu un email. «Tu es trop petit pour le rugby». Tu l'as gardé cet email? Donc non, j'ai essayé de trouver, mais je trouve plus. Je trouve pas, donc c'est triste. Mais donc ils ont dit que j'étais trop petit. J'ai resté dans le rugby, le foot, Mmh. tout ça pour le plaisir. Je suis allé dans un collège qui s'appelle Hurst College, qui est un bon collège, mais c'est pas forcément pour le rugby. Ouais, bien sûr. On n'a pas joué dans les tournois il y a les tournois avec Wellington, c'est Mmh. les équipes qui sont Ouais. vraiment connues pour le rugby. On n'a pas joué dans les tournois comme ça. Et c'est là où, en fait, mon message, surtout pour les jeunes, c'est que si t'es pas espoir, si t'es pas Mmh. académie, si t'es pas dans les moins de 16, moins de 18, il y a toujours la chance, hein, toujours une opportunité parce que moi, tous les joueurs avec qui je joue maintenant, quasiment tous, ils ont joué dans l'équipe de France, Afrique du Sud, Angleterre, moins de 16, moins de 18, espoir. La Et voie ils ont royale. suivi le chemin. Mmh. Et moi, moins de 16, j'étais au collège. Moins de 18, je suis allé à l'université de Basse. Mmh. J'ai commencé dans les quatrièmes équipes. Il y avait 5 équipes. Je commençais dans les quatrièmes. Au bout de 2 mois, j'étais dans la troisième équipe. Puis, je pense que ma première année, j'ai arrivé à jouer dans la deuxième équipe, mais c'est tout. Et mon deuxième année, j'ai joué dans la deuxième équipe quasiment toute l'année. Et c'était jusqu'au mon troisième année, que j'arrivais à jouer dans la première équipe. Donc là, j'avais 21 ans. Et là, je joue avec les mecs de 18 ans, de 19 ans, 20 ans, qui jouent au Stade français déjà, qui ont déjà joué 2, 3 matchs, Bien sûr. 4 matchs, 5 matchs, c'est incroyable. Léo Barré, quoi, il a 21 ans, 22 ans, il a déjà joué 100 matchs Toi, pour le tu étais Stade. en équipe 3 à Moi, l'université à j'étais l'âge de à Léo Barré, quoi. l'université, c'est incroyable. Donc, C'est quand moi, à même dingue. 21 ans, Tu te rends compte un peu que le truc là, de 21 à là maintenant 31 en 10 ans, mais c'est tu fou. pensais te retrouver à Paris jouer en Mais top jamais j'ai 14? rêvé de ça, mais je pense, et même la anecdote avec mes amis de l'université, c'est marrant parce que j'avais 21 ans, ma, ma troisième année à l'université de Basse. Et vers la fin de l'université, tu Mmh. dois trouver le boulot, Bien sûr. tu fais les séminaires, qu'est-ce que tu vas Ouais. faire, il faut chercher ce qui te convient et tout. Et là, j'ai dit à mes potes que moi, je vais essayer d'être rugbyman pro. Je vais tout essayer, peut-être en Australie. Je pars en Australie, en France, en Ouais. Angleterre, je m'en fous. Et mes potes, ils ont dit, mais Zach, t'es fou, mais ta gueule, t'as 21 ans, t'es, Terminé. t'es un joueur de l'université, t'es pas mal, t'es pas le meilleur joueur du Mmh. monde. Mais vas-y, va jouer en troisième division en Angleterre, tu gagnes un peu à côté, trouver le boulot, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que il y avait Richard Hill, qui était le coach de Rouen à l'époque, qui a connu, Richard Ellis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien international anglais, plusieurs caps avec l'équipe d'Angleterre et du coup, il était venu en France, ouais, peut-être depuis 1 an déjà, oui, à Rouen exactement, et il oui, montait une grosse équipe pour monter, bah, en Pro D2 maintenant, ouais. exactement. Et lui, mais là, à l'époque, ils étaient même pas pool élite, il y avait le pool élite, il y avait le trophée Jean Prat. Ils étaient dans le trophée Jean Prat à l'époque. Et lui, il a connu mon coach à l'université. Et j'ai parlé avec mon coach à l'université. J'ai dit que je rêve d'être rugbyman pro. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Mmh. Il y avait zéro proposition en Angleterre, même pas la deuxième division. Oui, tu avais pas d'agent, tu Il y avais avait rien. rien, rien, rien. J'étais juste une joueur de l'université à 21 ans. Et lui, il a parlé avec Richard Hill. Et Richard Hill, il a dit, vas-y, j'accepte de faire un rendez-vous avec toi. On a pris un café ensemble à Basse parce que lui, il vient de Basse. OK. Et on a bu un café ensemble. Et il m'a dit, en fait, j'ai besoin d'un 10, un 10-15.
mais pour mon deuxième équipe, quoi, l'équipe B. Parce qu'il y avait Luke Cousins à l'époque, c'est un Bien sûr. Anglais qui était titulaire indisputable, c'est un Gros buteur aussi. gros buteur, c'est un bon pote à moi. Et c'était lui, titulaire indisputable. Et Richarl, elle a dit, mais on peut te donner 1000 balles par mois et un petit appart à Rouen, et tu viens un an et tu vas jouer pour l'équipe B et peut-être de temps en temps l'équipe A. Et ce qui est marrant, avec tout ce que j'ai maintenant, c'était peut-être le meilleur moment de ma carrière. J'ai signé cette contrat avec Rouen et moi et ma famille, on a dit que le rêve s'est fait. Parce que moi, mon rêve, c'était juste d'être rugbyman pro. Ouais. Et là, j'ai signé un contrat, c'était marqué Zach Henry, il va signer à Rouen, Normandie Rugby, en tant que rugbyman pro. Et j'ai signé cette papier et pour moi, c'était gagné. Sûr. Là, tout ce qui vient après ça, c'est un bonus. Donc, c'est pour Ouais. ça aussi que j'ai mon mentality maintenant, d'être Parce que toujours content et tout c'est ça. tellement impossible que rien d'être pro, Là, même si la fin du mois elle est galère, on s'en fout, tu on a t'es célébré. On a célébré. La famille, mes potes à Londres, on a dit, c'est incroyable que j'ai signé cette contrat. Donc là, je suis allé à Rouen et j'ai joué dans l'équipe B. Et vite, je pense que Richard Hill, elle a vu que j'avais un peu de talent mmh, et il m'a mis dans l'équipe A. Et là, ça a bien parti et j'ai joué beaucoup de matchs et tout ça. génial. Et donc du coup, tu fais 2 ans à Rouen, Je fais 2 ans à Rouen. ça se passe bien, ça passe l'année d'après en justement en Fédéral 1 Élite là. Ouais. Donc, ma première année, c'était un peu fou parce que j'ai joué dans un match. Donc, j'ai fait 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai joué un match j'étais dans l'équipe B. J'ai joué un match à Oloron. Je pense que j'étais un peu blessé avec l'équipe A, donc ils m'ont mis dans l'équipe B. Donc, même là, j'ai 22 ans. Je joue chez Oloron. Ça caille, hein? Ça caille, il fait froid dans l'hiver, J'ai joué voilà, là-bas. comme à Nevers, comme à Rouen, comme en Angleterre, je connais bien. Mais là, je joue à Oloron pour l'équipe B à 13h30. 22 ans et j'ai eu une collision et j'ai perdu mes dents, j'ai perdu mes 3 dents devant et j'ai cassé les mâchoires en 2. Et c'est une histoire que tous les mecs de Rouen, ils connaissent bien parce qu'il y avait un petit hôpital à Oloron, je suis allé et eux, ils ont dit: «On n'a pas la capacité, on peut rien faire, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on met tes dents dans un boîtier de lait et il faut que tu montes à Paris ou à Rouen pour faire l'opération que tu as besoin». Donc là, je rentre à le stade, je dois regarder le deuxième mi-temps de l'équipe A avec Sans dents. mes 100 dents. On m'a filé le médicament pour la douleur, l'antidouleur et là, j'avais mes dents dans un boîtier de lait. On a monté à Rouen, on a fait le trajet, on a pris le TGV, après on est à Paris, on prend le bus, on arrive à Rouen et c'est là où on m'a donné l'opération, j'ai fait l'opération, 3 heures comme ça, ils m'ont réparé le mâchoire, ils m'ont remis les dents et ça, c'est mes vraies dents, ils l'ont gardé et là, on m'a Incroyable, dit que peut-être je vais plus jouer au rugby. Ils ont dit que peut-être c'est la fin de ta mmh, carrière parce qu'un sport de contact bien sûr. maintenant, ça va être Mmh. difficile et au fur et à mesure, Richard Hill, il a dit: «Si tu veux, tu es tout seul en France, tu parles pas français, tu pas reviens en entraînement, tu peux nous aider avec les skills un peu et tout ça». Et petit à petit, je suis revenu. Je fais les entraînements et vers la fin de saison, le dentiste et le chirurgie, ils ont dit: «Franchement, ta récupération, c'est parfait. Il y a pas de Feu. danger, tu peux jouer». Et là, j'ai joué la phase finale et on a gagné le fédéral. Mmh. Moi, j'étais titulaire en 10, j'ai mis tout au pied et on a joué dans le stade, j'ai oublié le nom, mais à Oyonnax, Ouais, le stade. Charles Maton, non, c'est pas Charles Maton. Ouais, je sais pas, mais on a gagné. Je pense que j'ai mis les pénalités de 50 mètres un peu partout, j'ai fait un bon match et c'est là où ça a passé L'équipe? ce Canal+ et toute l'équipe, tout ça, le match et là, tout le monde a commencé de parler de moi et c'est là où mais là, j'avais déjà signé un an de plus. J'ai passé la deuxième saison à Rouen et on a arrivé en finale de poule élite et on a perdu. J'ai joué 12 dans le final. Donc même là, j'étais pas un 10 Ouais, bien sûr. titulaire indiscutable. À 23 ans, j'ai Ouais, joué 12 dans le final de fédéral. Mais là, j'avais signé à Nevers. génial. Et là, pour le coup, vrai contrat pro, pas un contrat fédéral, avec une équipe pro, la Pro D2, tout ça, Ouais. quoi. Là, je dis que Nevers, c'est le club qui m'a changé la carrière le plus. Parce que tous les autres clubs, déjà, les 3 clubs qui sont venus après, c'était déjà le haut niveau et Rouen, c'était trop bien, j'ai kiffé, j'ai rien contre, Rouen. Quand je parle de Rouen, je Oui, mais remercie ça reste voilà, du je rugby amateur, mais ça reste le rugby bien amateur. sûr. Mais Nevers, pendant 2 ans,
J'ai joué dans les gros matchs, dans les gros stades, une saison qui dure très longtemps, qui est intense. Tu dois plaquer les solides, les vrais Et professionnels. à l'époque, la Pro D2, ça tapait, Ça tapait ça très, très ça fort. jouait un peu moins, hein, ça tapait plus fort. Exactement. Mmh. Et moi, j'ai appris comment gérer un game plan, les joueurs autour de moi, de buter devant les publics. Et c'était 2 ans où vraiment j'ai appris comment jouer 10 dans un championnat très, très difficile. Et une petite anecdote. Avec des anciens autour qui ont beaucoup de bouteilles, où il faut quand même Exactement, les s'imposer. étrangers, les Français parlaient français, anglais, entre les 2. C'était un vrai 2 ans où j'ai appris comment être un vrai 10 et pour moi, c'est quand je regarde ma carrière, c'est vraiment ces 2 ans-là, ces 2 années-là qui m'a qui m'a avancé le plus et c'est marrant parce que quand j'étais à Rouen, moi, j'étais quelqu'un qui rêvait beaucoup, tu vois? Mmh. Je visais le plus haut que possible et moi, quand j'étais à Rouen, je savais que je veux viser le plus haut et je savais que peut-être j'ai la capacité de jouer plus haut que fédéral. Et j'avais 2-3 propositions entre les 2 et je suis allé visiter les clubs. Je vais pas donner les noms, mais j'ai visité, 3 clubs et en fait, j'avais déjà fait mon choix et mon agent, à l'époque, il m'appelle et il dit: «Il y a Nevers qui sont aussi intéressés par ton profil. Il veut que tu viennes faire une visite» et moi, j'ai dit: «Non, j'ai pas besoin, j'ai déjà fait mon choix» et mon agent, il me dit: «OK, mais je pense que juste pour les contacts et pour tout ça, c'est bien d'aller voir le base d'entraînement, le stade et tout ça». Je suis allé tout seul et à l'époque, mon français, c'était pas top. Donc, j'arrive, je rencontre Xavier Pameja, Mmh. qui j'adore et je reste toujours en contact avec lui. Et lui, il m'a fait une visite avec Guillaume Jean, le président Régis, et j'ai passé peut-être 5 heures, 6 heures avec eux. Et juste avant que j'arrive au base d'entraînement, j'appelle ma mère et j'ai dit: «Oui, je suis à Nevers là, c'est fou, mais je sais que je vais pas signer ici, c'est juste Ouais. pour faire la visite et tout, juste pour être gentil, poli et tout». Et après, je fais la visite, j'appelle ma mère et en fait, j'étais dans le bureau de Régis, le président, qui j'adore. Je descends dans ma voiture, tout seul, je prends mon portable, j'appelle ma mère et je dis: «Je vais signer ici». Et elle a dit: «Mais quoi? Tu m'as dit ce matin, tu m'as dit que tu es là juste pour visiter et tout». Et là, j'ai dit: «Non, c'est sûr que ces clubs, c'est pour moi. Je sais qu'il y a pas grand Mmh. chose à faire». Tu avais le feeling. Il y avait le feeling, il y a pas grand chose à faire dans la ville. Moi, en fait, j'avais un peu peur parce que j'avais 23-24 ans, j'étais célibataire, Alors, j on va rien dire sur Nevers, hein, mais mais j'adore c'est Nevers. Mais c'est c'est vrai que compliqué. pour quelqu'un de 23 ans, Mmh. célibataire qui vient de les grandes villes en Angleterre, j'ai vu cette ville et j'ai dit: «C'est très, très joli, j'adore, Le centre-ville, mais le centre-ville est très, très, très sympa, mais très, très il y a pas sympa. grand chose à faire». C'est normal et mais là, j'ai dit, à ma mère, j'ai dit: «Je dois signer ici». Les discussions que j'ai avec Xavier, avec Guillaume et avec Régis, le club, le stade, la vision et tout, je savais que pour ma carrière, Ouais. je dois signer ici et c'était le meilleur choix que j'ai fait. Magnifique. Magnifique et tu vois, quand tu ressens les trucs comme ça au plus profond de toi, faut y aller, faut foncer, quoi. C'était connu et moi, je suis quelqu'un qui je sais que pour les grandes choses, tu dois sacrifier et j'ai dit: «Ça f j'aime bien le fait, j'aime bien mes potes en Angleterre, j'aime bien les grandes villes, mais si je dois habiter dans une ville un peu plus petit, pour ma carrière et tout ça, je vais le faire et j'ai kiffé. J'ai passé 2 ans. Les étrangers, les Français, c'est là où j'ai appris le français le plus. Les mecs de l'équipe, les staffs, le stade, l'ambiance, tous les matchs qu'on a gagnés, l'équipe qu'on avait, c'était incroyable et comme j'ai dit, Nevers, c'est très, très joli. Ouais. Très il y a les histoires, il y a les histoires et tout. Incroyable, mais pour un mec de 23 ans qui vient de Brighton et Londres, un peu plus difficile. Mais en vrai, j'ai kiffé ces 2 années. On était très performants, l'équipe, on a bien joué et ce qui est triste, c'est que la deuxième année, je pense qu'on était deuxième ou troisième dans notre les 2 et là, il y avait le covid. Donc Ouais, ça a cassé un peu la ça a dynamique. cassé la Complètement. saison, mais c'est quelque chose que je voulais toujours savoir, c'est si on a continué la saison, où est-ce qu'on va finir dans le classement? Ouais, complètement. Parce qu'on avait une belle équipe, Une on fait des dynamique bons matchs, dingue. on a gagné les matchs à l'extérieur, Ouais. on était vraiment bien. Donc Ouais, ouais, complètement. Nevers, ça reste vraiment dans ma cœur Super souvenir. et ouais, j'adore toujours. J'en profite pour faire un petit big up à un de mes meilleurs potes, Félix, qui nous a Ouais, remis d'ailleurs Félix, mon gars. en contact, qui naît de Nevers à l'époque, ouais, avec Ouais. fait quelques belles bringues, je crois. Non, non, pas moi. Moi, jamais, non, non. Je sais pas. Apparemment, Bon, bah, apparemment. apparemment. Après ça,
tu retournes c'est là que tu retournes à Leicester? Ouais, exactement. Donc en fait, j'étais à Nevers et comme je t'avais dit, j'étais quelqu'un qui rêve de plus haut. Tout est possible dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un avec l'état d'esprit plutôt ouvert. Tout est possible, je vais rien faire. Et là, je voulais rester à Nevers. J'ai dit que ces clubs, c'est Ouais, fait pour moi, j'adore. Mais quand il y a Leicester Tigers qui t'appelle avec l'équipe qu'ils ont, avec surtout en Angleterre, le Leicester Tigers, c'est un peu comme le Stade Français Toulouse ici. bien sûr. C'est C'est les clubs historique qui sont historiques, qui ont gagné plein de choses et tout ça. et puis, là, ils sont peut-être un petit peu moins, mais à l'époque, là, À c'était l'époque, avec George Ford et tout, wouah, c'était trop fort. Et ils ont dit: «Ah mais il y avait Ben Youngs, Ellis Genge, George Ford, il y avait Manu Tuilagi, il y avait mmh. Toulouse Severiano, Il y avait Manu il y avait toute cette équipe. Il y avait là, tu passes encore dans une autre et dimension, là, quoi de et eux, où ils viennent je te chercher en deuxième division c'est française. de où je suis venu, de où je suis venu. C'est eux, c'est même pas mon agent qui va chercher tout. C'est eux qui m'ont contacté, qui dit: «On va venir pour» on a joué Provence chez eux. Mmh. «On vient pour te voir jouer. On vient avec le coach de l'attaque, le head coach et le mec de le recrutement». Mmh. Donc et là, j'ai dit: «Il y a 3 mecs de Leicester Tigers avec le manteau de Leicester Tigers, tout ça, qui viennent dans le sud de la France pour me voir jouer. Je peux pas imaginer ça, Bien sûr. de d'où je suis venu et tout ça». Et ce qui est marrant, c'est que Ellis Genge, c'est mon pote Ouais. et lui, j'ai connu depuis j'avais 17, 18 ans Ah oui? et lui, il était à 18 ans, moi, j'étais à l'université de Bath et lui, déjà, il était en premier chef de l'équipe d'Angleterre Heu, et là, même quand j'ai parlé avec lui, on a dit que c'est fou que moi, j'étais là et lui, il était là et dans 5 ans ou le 7 ans qui ouais. a suivi, moi, j'arrivais à Et surtout que 3 ans auparavant, tu étais fracture de la je mâchoire à pensais que je Oloron, fin du rugby, quoi. exactement et là, j'ai les mecs de Leicester Tigers qui viennent me chercher et là, j'ai les frissons quand je parle de ça parce que la Incroyable. sensation, je joue contre Provence et après le match, Tu fais un bon match? et en plus, j'étais remplat et C'est j'ai vrai? joué les derniers 20 minutes et Mmh. j'étais pas mal Là, et tu eux, fais: ils ont «Là, faut me faire jouer là, s'il te plaît, ouais, là, je je fais t'en supplie. 61 minutes, Oh vas-y, il Xavier, faut que je joue là Xavier!» et mais en fait, les clubs comme ça, même au Stade Français, les clubs ici, ils font Regarde. beaucoup d'analyses et tout ça donc moi, j'étais choqué. Eux, ils savaient plus sur moi, sur ma carrière que moi. Ils ont dit: «Ah, tes statistiques et tout ça», ils connaissaient tout. Et là, après, dans le bar, après, je parle avec ces 3 mecs et la conversation, ils ont dit: «Non, vraiment, toi, tu es un profil qui nous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'éditions en Angleterre, tout ça, mais toi, tu es un peu à part parce que tu joues un peu différent». Parce que j'ai jamais eu les coachs, tu vois? J'ai Tu jamais eu ouais, puis les tu vrais coachs. J'étais aimes pas bien le 7, tu as joué au 7. j'ai joué à Tu 7, as ce on va tu ce côté du 10 profil type anglais, genre, Johnny ou George Ford, très métronome, distributeur et gros jeu au pied. ouais. Toi, tu attaques la ligne, tu vas Oui, jouer proche de la donc j'avais un défense. peu les 2 côtés. Ouais. Il y avait donc tout ça, ils ont dit: «Tu apportes quelque chose vraiment de différent». On a déjà George Ford qui va nous donner le truc anglais, vraiment Mmh. structure, tout ça. Mais toi, tu es un peu à Mmh. part, un peu différent. Tu es capable de faire les choses un peu différent. Donc ça va être complémentaire, je sais pas si ça se dit, mais qu'on va avoir lui et toi. Et là, cette période-là, j'ai signé cette Ouais. contrat et je voulais rester en France. Mmh. J'adorais la France. Mais là, quand il y a le Leicester Tigers qui vient, j'avais pas de choix. Comment se passe cette saison? Et là, j'ai signé. C'était incroyable déjà, l'expérience. C'était un peu bizarre parce que c'était le Covid, donc il y avait quasiment tous les matchs à huis clos et tout ça. Mais là, en fait, ce qui était fou, j'arrive, je pensais: «Vas-y, je vais jouer 2, 3 matchs, Mmh. je suis passant. Je viens de Fédéral Pro D2, eux, ils s'en foutent de moi, ils jouent tous avec Bien l'équipe sûr. d'Angleterre». Mais George Ford, il se blesse très tôt et là, j'ai passé, je sais pas, 7, 8 matchs directs, titulaire. Mon ligne de 3 quarts, c'était Ben Youngs, Freddie Stewart, Nemanja Ndolo. Ouais. Tutti Moroni de l'équipe d'Argentine, Matt Scott qui a joué avec l'équipe d'Écosse. Il y avait Ellis Genge, Tom Youngs, Dan Cole, Jasper Visser, le 8 Incroyable. d'Afrique Bien du Sud, sûr. Hanro Liebenberg qui était ici. Mmh. Et là, j'ai passé les matchs et j'ai halluciné. Je savais pas. Est-ce que c'est pas des fois je me dis, est-ce que c'est pas plus facile de jouer quand tu es 10 là, titulaire aux Leicester Tigers et que les autres autour de toi, ils sont tellement forts qu'ils te C'est mettent ils te mettent tellement dans les meilleures dispositions et la passe un peu limite ou truc, le mec il a lu la trajectoire, il y va et tout. Est-ce que c'est pas plus facile finalement d'être 10 aux en fait Tigers que 10 à Nevers ou à Rouen? en fait, Sans manquer de respect, hein. non, mais c'est plus facile, mais il y a plus de pression Oui, parce qu'eux, ils attendent beaucoup de toi. oui, voilà, c'est ça. Et Pas là, droit à l'erreur. en fait, à Nevers et à Rouen, moi, j'étais un 10 qui je faisais ce que je voulais, en fait. Je vois l'espace là-bas, je vois un truc, je vais le Plan de faire. jeu ou pas, Si je poum, veux poum, faire poum, poum. un fan de passe, je vais le faire.
Mais là, tu écoutes les autres Mmh. et c'est eux les superstars, c'est pas toi. Ouais, Donc, c'est un équilibre entre je dois garder ce que je fais bien, mon mais aussi, identité. comme Ben Youngs, qui a joué 100 matchs pour l'équipe d'Angleterre, quand il me dit un truc, je vais le faire. Et comme Nemanja Dolo et Ellis Genge, ils demandent le ballon, tu donnes le ballon. Mais après, tu dois garder. Et en fait, je pense qu'en vrai, c'est peut-être le meilleur rugby que j'ai joué dans ma carrière. C'est vrai? C'était peut-être le meilleur, les premiers 5-6 matchs pour Leicester Tigers. Parce que là, j'avais ces côtés de free spirit, mais aussi un peu de structure de Leicester Mmh. Tigers. Mais plus que je suis rentré dans la saison, eux, ils m'ont laissé un peu moins jouer comme ça. Ils ont dit vraiment, si tu vas jouer DCC, tu dois jouer un peu comme George Ford. On fait, on fait ça, et toi, tu peux pas, tu peux Ouais. moins attaquer les lignes et tout ça. Tu t'es rendu compte là que le rugby anglais il était encore beaucoup plus structuré et cadré que le rugby Oui. français? Mais en fait, ce que j'ai dit, tout le monde, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quoi la différence entre le rugby français et le rugby anglais? Et moi, je dis jamais qu'il y a mieux. Je dis Non, juste non, qu'il y a des fronts. bien sûr. Il y a les choses en Angleterre qui sont des fronts et les choses qu'en France qui sont des Quand fronts. une équipe comme je te laisse finir après, qui comme l'UBB, Ouais. ça existe pas en première shift, tu vois? Où en gros, tu es là en mode: «Si tu vois les mecs, faites-le». Genre, Mais c'est full exactement et ce on que. te recrute pour ça, donc tu disais, free spirit, c'est vraiment ça, sauf que pour toute l'équipe. Ouais. C'est que genre Damien Penaud, pouf, 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 fais ce que tu veux frérot. Mais c'est Ça exactement existe pas ça. en Angleterre. La différence entre le rugby français et le rugby anglais, il y a rien positif ou négatif, Ouais, bien c'est sûr. juste des fronts. C'est qu'en France, on joue souvent la phase de jeu où on est, quand on est dedans. Donc, s'il y a un peu d'espace, on le prend. S'il y a un truc, on le fait. En Angleterre, on est souvent dans les 3 phases de jeu qui va venir dans l'avenir, donc ou dans le futur. Donc on construit les choses. Mmh. Donc c'est on fait un truc, donc peut-être on va jouer gauche, gauche, droite, un truc comme ça, pour ouvrir l'espace pour marquer. Et là, si on est tous sur la même page, si on fait tous nos rôles, on va marquer troisième phase et Mmh. souvent ça marche. En France, des fois, on pense pas trop à la phase de jeu après, le temps de jeu après, un peu moins d'organisation, mais on prend l'espace qui est là maintenant, Ouais et qui est devant nous. si on Si peut on prend, marquer sur le premier si temps on de peut jeu, marquer. on y va. Donc en Angleterre, des fois, on est un peu trop structuré. Des fois, il y a un 4 contre 2, mais on est tellement programmé à faire ce qu'on a dit toute Le la petit semaine, côté, le petit ouais. côté, comme on avait dit, Mmh. 2 phases à gauche et une phase à droite, qu'on va rater l'opportunité de marquer. Mais des fois, en France, on est trop concentré sur le fait que je veux marquer maintenant, qu'on n'est pas patient et on va pas créer. Tu t'isoles du soutien, tu te fais gratter la Exactement. balle, terminé. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui j'ai l'impression que maintenant je peux jouer les 2 côtés. C'est intéressant de voir qu'il y a ces différences Ouais. et comme j'ai dit, il y a pas mieux, il y a juste différent. Et ce qui en fait, les gens, des fois, je pense qu'eux, ils pensent que je suis pas content avec mon passage à Leicester Tigers. Déjà, j'ai joué quasiment tous les matchs, j'ai joué 26 matchs en 10, en 15, beaucoup de poids au pied et tout ça. J'ai rencontré les amis, j'ai kiffé. C'était la seule fois où j'ai joué en Premiership, qui est un rêve quand tu es jeune Bien en sûr. Angleterre. Mais en fait, tu peux pas être égoïste toute ta carrière. Tu peux pas toujours jouer pour toi-même. Et j'ai passé 4 ans avant où j'ai joué tous les intervalles que possible. Et là, c'était une année où j'arrivais à switcher et vraiment faire un game plan, jouer pour l'équipe et comprendre ce que c'est d'être un vrai 10 à le haut niveau. Parce que même en top 14, oui, on veut jouer tout le temps, mais dans l'hiver, quand tu joues à l'extérieur, des fois, tu dois gérer le match et tout ça, le momentum, le jeu au pied et tout ça. Et pour moi, un vrai 10, il est capable de Complètement, attaquer les lignes, de complètement. franchir tout ça. Mais souvent, surtout en top 14 maintenant, les matchs, ils sont tellement intenses, tellement durs, que c'est aussi être capable de dire que, OK, là, je vais pas jouer pour moi, je vais jouer pour l'équipe, je vais gérer le momentum, je vais faire marquer les autres. Et aujourd'hui, c'est pas pour moi. Je vais faire mon match, ça va être OK. Mais par contre, l'équipe, ça va très bien fonctionner Ouais, avec moi complètement. en 10. Et c'est ça que j'ai appris que les 4 ans avant Leicester Tigers, j'ai joué un peu pour moi. J'ai joué pour l'équipe aussi, mais c'était vraiment, moi, je vais tout faire. Je prends du Aujourd'hui, plaisir, ouais, c'est je vais marquer tout ce que je possible, je vais franchir à chaque fois et tout ça. Et après, j'ai compris que quand il faut faire ça. Mais aussi, un bon 10, c'est de gérer l'équipe, c'est être un bon leader entre le groupe et tout ça. ça me fait penser à, tu vois, l'évolution de Boden Barrett quand même, entre le début de sa carrière où il attaquait tout un travail, il était proche de la ligne tout le temps, tout le temps. Là maintenant, il arrive à gérer un peu le truc, ça me fait penser à ça. Parce qu'en fait, en 10, si tu attaques les lignes à chaque fois et tu perds Mmh. 3 fois, très bien. Mais si tu perds 3 fois, tu te fais catcher 3 fois, peut-être tu vas niquer l'équipe. Complètement. Mais si tu perds une fois, mais tu fais jouer les autres 5 fois, tu vois ce que je dis? Le pourcentage pour l'équipe
tu donnes plus de chance à gagner le match Complètement. pour l'équipe. Donc c'est un peu ça. Et donc c'est ça aussi d'être pas égoïste dans le jeu, c'est de faire jouer les autres. Et Mmh. moi, j'ai pris le plaisir au début quand je suis arrivé au Leicester Tigers. Je voulais pas. J'ai lutté contre ça. Mais après, dès que j'ai compris qu'il y a le plaisir en ça aussi, et ça fait partie d'être un grand 10. Et j'ai appris beaucoup de George Ford, de Ben Youngs, des joueurs comme ça, de Richard Wigglesworth aussi Ouais. qu'on avait là. Là, maintenant, je prends le plaisir dans les deux côtés. Aussi à jouer dans ce Exactement. c'est marrant, tu vois, chaque période, Rouen, Nevers, Leicester, ça a été à chaque fois des apprentissages différents, Exactement. mais qui venaient au bon moment, tu vois, finalement. Mais Tu vois? après, c'est la mentalité parce que j'ai vu les jeux aussi Oui, oui, qui vont toujours lutter contre les choses et non, ça, c'est pas pour moi. Moi, à chaque fois qu'il y avait un tu changement prends. dans ma vie, je dis: «OK, ça, c'est moi maintenant». Je suis très vite à accepter les choses et j'apprends. Moi, je dis souvent aux mecs, pas avoir un ego, chacun peut apprendre quelque chose. Complètement. Donc même l'année dernière, on a passé une saison, j'ai appris tellement des choses. Il faut toujours, en tant que joueur sportif professionnel, il faut toujours être en apprentissage. Ouais, Ça, c'est difficile en français. apprentissage. Apprentissage. Ça, c'était la partie de Leicester. Tu bascules à la section paloise, des belles années, tu retrouves le rugby français que tu connaissais, par contre le top 14 cette saison-là, c'est des belles années quand même, où tu arrives, tu es une saison, je crois numéro 15 parce qu'il y a encore Antoine Astoy et après il s'en va à La Rochelle et du coup toi tu récupères le numéro 10 l'année d'après. C'est des belles années la section? Donc en fait, vers la fin de mon contrat au Leicester Tigers, je me suis dit, OK, déjà, je savais que je veux retrouver le rugby français et je visais le top 14 parce que pour moi, c'est la meilleure compétition du monde. Et en fait, comme on avait discuté, je voulais avoir cette côté de je voulais avoir cette côté de jouer au piège, de pression, de Heu, gérer le train et aussi retrouver mon mon running game, on va ouais, dire, bien sûr. animer les jeux et tout ça. Et là c'est l'époque, le début de Sébastien Piccheroni avec Exactement, beaucoup de jeux, beaucoup de jeunes, ça exactement joue et de tous les Sébastien côtés. Pecoroni, on a discuté, on a fait les réunions et tout et c'était le projet qui me correspondait le plus. J'étais vraiment attaché et là, je peux dire que pendant 2 ans à Pau et là, on va en discuter après parce que j'ai passé par les périodes difficiles Mmh. personnellement, mais même, j'ai pas un seul négatif à dire sur les sections paloises. On a passé 2 ans, le jeu, les staffs, les joueurs, les étrangers, les Français, la région avec, les Pyrénées, avec les plages, avec tout, avec les publics, avec le stade, les supporters, les villes. C'était vraiment incroyable et la première année, j'ai kiffé. C'était pour moi une des meilleures années de ma carrière en tant que joueur parce qu'on avait Hastoy en 10, moi en 15, moi en 10, Hastoy en 10. Mmh. On a changé tout le Mmh. temps et on a beaucoup animé le pied gauche, pied droite. Il y avait les matchs que je me rappelle où moi, je pensais que je vais prendre le ballon. Après lui, il prend le petit côté, il va marquer. Moi, je passe à gauche. Moi, je peux franchir. Ouais, ouais, Je fais jouer les autres. C'était vraiment le vrai tu plaisir. pris ton pied, quoi. Oui, exactement. Et j'ai kiffé. Et même là, quand je discute avec les mecs de Pau, on a dit, je pense que c'est très, très rare de passer par une saison comme ça. Juste, des fois, ça clique. Il y a un truc entre les staffs, les joueurs, Mmh. comment on a joué et tout. Il y avait juste une sensation que on était vraiment tous vraiment présents, Ouais, bien sûr. vraiment contents. Et c'était magnifique cette saison-là. Alors parfait. Donc tu passes 2 ans, finalement tu arrives en fin de contrat et tu signes au Stade Français. On reparlera un petit peu après à la fin de ce passage un peu difficile personnellement. Tu décides un peu de clore ce passage à la section, a priori, pas que pour des raisons aussi rugby, parce que tu avais envie de voir autre chose, de découvrir autre chose et du coup, c'est là que le Stade Français, arrive sur la table? En fait, c'est marrant parce que au fond de moi, j'étais sûr que je vais rester à Pau. Je me suis dit: «J'ai trouvé ma club, je vais rester là». Je suis Mmh. tellement content, ma famille, ils étaient contents, moi, Je suis en top j'étais content. 14, je suis Je joue bien. en top 14, j'étais plutôt titulaire en 10. J'adorais les mecs, vraiment, c'est un club de famille, tout ça, j'étais vraiment content. Sauf que déjà, quand j'avais, je pense, 12 ans, le premier match de rugby que j'ai regardé, c'était la Harlequins contre le Stade Français. Et moi et tous mes amis, on a dit: «C'est qui ces clubs en rose avec tous les superstars?» Il y avait Hernandez, il y avait tous les joueurs comme ça. Et nous, on a kiffé. Et moi, j'avais un maillot de Stade Sergio Français. Parisse, Mathieu Il y Bastaro, avait il que y avait tout, avec le maillot et tout. Et moi, le j'ai Stade de France, incroyable. les dieux du stade, tout, c'est tout ça, Exactement. le Stade Et Français. moi, j'ai toujours gardé ça.
dans ma tête et j'ai dit à tout le monde que c'est un rêve, Mmh. un jour, de jouer pour cette équipe à Paris. Je sais pas pourquoi, mais j'ai Et c toujours et tu vois, c'est marrant parce que ça a même fait du bruit, pas que dans le milieu français, même en Angleterre. Alors c'est-à-dire comparé au Stade oui, 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 français quoi. c'était connu. Mmh. C'était les clubs qui jouent en rose, qui sont c'est surtout dans le rugby de jouer en rose avec les superstars, Bien c'était un sûr, club à part, bien sûr. incroyable et j'ai dit à mon agent, donc à la fin de mon contrat, ma deuxième saison à Mmh. Pau, j'ai dit: «Et je sais qu'il peut-être il va avoir les clubs qui viennent me chercher, je suis pas trop intéressé, sauf le Stade français». Il y avait je vais pas donner le nom, Bon, mais ouais, ils ouais. avaient les autres clubs. Tu as quand même pas mal de joueurs qui disent: «Je bouge pas sauf pour le Stade Toulousain ou l'UBB», tu vois? Ouais, Toi, mais tu dis: «Je bouge pas sauf pour le moi Stade français». et après donc déjà j'avais ça. Après C'est j'ai ouf ça quand rêvé même, c'est ouf. ouais et après j'ai rêvé de jouer au en Champions Cup. C'était vraiment le rêve d'où je suis venu Mmh. de jouer dans ce championnat. Le Champions Cup déjà en France, c'est connu, c'est bien, c'est suivi. Mais en Angleterre, le Champions Cup, c'est le plus haut, c'est Mmh. le rêve, c'est incroyable. Ouais. La musique et tout, dès qu'il y a et moi, c'était mon rêve et là, malheureusement, la section, ils étaient maintenant, c'est marrant parce que nous, on est en challenge et eux, ils sont en Champions Cup. Mais quand je dois prendre ma décision, nous, on était en Challenge Cup et eux, Et ils étaient en et Stade français, ils étaient en Champions Cup et après, c'est le Stade français, les S3, bien sûr. moi, je visais toujours le plus haut. Je pensais que c'est le Stade français qui va m'apporter ça. Et le projet, j'ai parlé avec Laurent Labitte et le projet on a discuté. Le projet, pour moi, c'était très, très bien aussi. Donc, ça m'excitait. Et les dernières choses, ce qui était un des plus importants facteurs, c'est que, comme on va en discuter, là, c'était la saison où j'ai perdu mon père. Il avait la maladie de Charcot. Donc, j'ai passé par ça. Et là, toute ma carrière, j'ai beaucoup bougé. Comme je t'avais dit, j'étais quelqu'un ouvert à l'esprit. Je peux bouger à gauche, je prends ma valise, je vais à droite, je peux en aller en Australie s'il faut. Je peux rentrer en Angleterre, j'étais free spirit. Et là, je savais que je dois être le plus proche de ma famille que possible. Et là, ce qui est le cas maintenant, d'être à Paris avec le Eurostar. Là, je vois ma mère, ma sœur, mon frère, tout le temps. Ils viennent à Paris, moi Oui, je ils peuvent rentre. venir, toi tu peux Et monter. là, le rugby, c'est bien, mais la famille, la vie, c'est plus important. Et là, je savais que peut-être le voyage, ça s'arrête là un peu. Je suis toujours en France, je savais que je vais pas rentrer. C'est vrai que ça prend plus de temps du Béarn d'aller Exactement. Donc, c'était à ouais, cet toutes les planètes instant-là, étaient alignées, c'était déjà le rugby, tout ça, mais pour la famille et j'ai aucun regret parce que déjà, j'adore le Stade français, j'adore le mec, je suis très content avec ce que j'ai vécu ici, mais aussi le plus important, c'est que je vois ma mère. Ma mère, c'est la plus importante chose dans ma vie et là, je vois ma mère tout le temps. Je rentre en Eurostar, elle vient sur les Eurostar, 2 heures, on est à Londres, c'est parfait et là, je vois ma mère maintenant plus que j'ai vu dans mmh, toute ma carrière. Donc ça, c'est au-delà de rugby, tout le monde va discuter: «Oh, Zarco, il a signé là-bas, il a fait ça». Là, je vois ma mère et c'est mmh, ça le plus important. Mais j'étais vraiment triste de quitter ça c'est sûr. mes coéquipiers, les staffs, les joueurs parce que c'est un club, vraiment, c'est un club de famille, quoi. Ouais, très clair. Tu arrives au Stade français et malheureusement, ça se passe pas super bien pour le club de manière générale. Le Stade français, comme d'autres clubs d'ailleurs, comme le Racing, pas très loin là, traverse une saison très compliquée. L'idée, c'est pas de revenir sur pourquoi ça a été compliqué et cetera, c'est plutôt de se dire, heu et tu en parlais d'ailleurs, essayer de trouver un apprentissage sur chaque étape comme à l'ASSA. Toujours. Hem et c'est cette année-là où justement tu finis à 90 de taux de réussite ou sans regarder le outcome, tu sans quand même, tes bonnes stats, tu vois? Tu prends le lead sur cette équipe, tu la mènes de A à Z. Comment tu as vécu cette saison et comment tu as gardé le focus sur, essayer d'être le meilleur, la meilleure version de toi-même et pas être, dispersé par, «Putain, on joue le match du maintien» et cetera? Mais déjà, comme je t'avais dit, tout ce qui est external, pour moi, Mmh. ça existe pas. Tout ce qui est réseau, tout ce qui est média, ça, c'est pour vous, ça, c'est pour tout le monde qu'ils adorent et je suis content pour les supporters, ils vont discuter ça, tout Littéralement, ça t'influence zéro. C'est zip parce que il y a quand même beaucoup de gens qui me disent ça, ouais, mais qui en vrai, passent leur temps à scroller, à checker et cetera. moi Toi, j'ai l'impression que littéralement et depuis qu'on en parle même, même avant, avec Enguerrand, tu as vraiment ce côté, ouais, ça se voit. Tu t'en moques, tu sais faire la part des choses. Soit c'est important, soit je m'en moque, mais ouais, complètement. mais je pense que déjà c'est mon enfance. Mmh. Déjà, j'ai grandi dans les situations où mentalement c'était comme ça. Même mon père, il était en Afghanistan. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, mais mon père, il était en Afghanistan pendant 7 ans. Donc il m'a Il il relativisé ce il qui était est militaire, ton père?
il était un peu business avec le gouvernement, tout ça, on peut pas trop discuter, mais lui, il m'a relativisé les choses parce que quand tu as ton père en Afghanistan et tu vois ce qui se passe en Afghanistan, les pays comme ça, tu relativises beaucoup. Mmh. Donc là, j'ai appris ce qui est important et ce qui est pas important. Après, mon parcours, en fait, vu que tout ce qui est external, c'était jamais là pour moi quand j'avais 18 ans, 20 ans, 21 ans, même jusqu'à 23 ans, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Et moi, mon parcours, ça a commencé avant. Il y avait tous ces supporters qui me connaissent maintenant. Maintenant, je suis connu comme Zachary, mais j'étais toujours sur le parcours avant. Donc, j'ai jamais pensé comme ça. Peut-être les joueurs qui étaient en espoir, Mmh. qui ont joué leur premier match à 18 ans, ils avaient toujours la pression de supporter et tout. Mais moi, j'avais jamais. J'ai mes potes dans le rugby, j'ai ma vie Ouais, dans le ouais. rugby. Donc maintenant, je vois qu'il y a les supporters, les médias olympiques, les journées et tout ça. Mais je m'en fous, quoi. C'est pas ma vie, c'est pas mon concentration et tout ça. Ouais, je comprends bien. Donc j'arrive à relativiser. Tout ce qui est là, c'est du bonus, donc je me concentre C'est juste sur pas ça et je prends du trop plaisir. oui, ça a été jamais j'étais jamais formé comme ça, c'était Ouais. jamais mon parcours et après, c'est toujours un peu qui je suis, c'est que, comme je t'avais dit, tout ce qui est external, pour moi, ça existe pas. Donc ce qui est important, même la première année au Stade français, j'étais bien, j'ai fait les bons matchs. Je pense que Léon, chez eux, j'ai fait mon meilleur match peut-être pour Stade français et là, je me blesse 8 semaines, je suis out. Donc, le external, ils vont dire: «Oh, Zach, il a fait un bon match, maintenant il est out, il y a pas de momentum». Mais pour moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Moi, j'ai fait mon bon match, mais après, le lendemain, OK, je suis blessé. Comment je peux être le meilleur de moi-même maintenant? Dans ce Comment je contexte, peux dans ce dans nouveau ces contexte. contextes, j'accepte vite les choses. Tout ce qui est external, ça existe pas. Tu même pas 2 3 jours, tu es là en mode au fond Non, du seau. de tout, Fra f de tout. Aujourd'hui, C'est fort ça, hein. j'avais C'est le fort box. Zach, hein. C'est C'est un peu différent, j'essaie et les gens, ils me comprennent pas trop souvent, des fois, quand je parle de ça, mais c'est mon mentalité. ouais. Heu, On parle beaucoup de sang-froid et des choses comme ça, mais ouais. c'est ça en fait, être vraiment sang-froid, c'est accepter le contexte et faire le mieux avec le contexte que tu as. Exactement, de pas rester dans ce qui a passé dans ce qui est passé Mmh. et moi, j'étais blessé, mais comment je peux faire la meilleure rééducation que possible? Comment je peux aider l'équipe et comment je peux profiter de ma vie aussi? Après, il y a ces côtés mental où je fais beaucoup de méditation, je suis très spirituel, je travaille beaucoup le cerveau Mmh. et mes études aussi en psychologie qui m'a formé vraiment comme ça. Donc on passe dans la saison de l'année dernière. Pour moi, les classements, les supporters, la pression, ça existe pas. Ouais, je comprends. Ça, c'est pour tout ce qui est autour. Pour moi, ça existe pas. Une Finalement, pénalité. cette saison où vous êtes en haut du classement ou cette saison où vous êtes tout en bas, Il y a toi, rien tu qui restes change focus pour sur moi. ta route et tu fais Là, le mieux que tu peux, quoi. la première saison, on a fini deuxième. Le deuxième saison, on a fini troisième, deuxième. Pour moi, il y a rien qui change au niveau de mon processus. Après, bien sûr, je suis conscient qu'on est sous pression et tout ça. C'est pas la peine de jouer comme ça: «Ouais, je m'en fous et tout». C'est pas que je m'en fous. Mmh. C'est que si je veux aider l'équipe, si je veux être performant, si je veux être le meilleur joueur que possible, je peux pas perdre l'énergie en pensant à tout ça. Donc vraiment, mon concentration, c'est que lundi matin, je fais ça. Lundi après-midi, je fais ça. Recul, visualisation. Je sais pas, tout ce que je peux faire pour être performant le week-end, process pendant le match. Après, le résultat, ça s'occupe tout seul, en Ouais, je fait. comprends bien. Donc, ça, c'est mon mentalité. Donc, je sais que l'année dernière, c'était très difficile pour beaucoup de monde. Mais moi, déjà, j'étais vraiment présent pendant toute la saison. J'ai pas pensé à le maintien, j'ai pas Mmh. pensé à la Ouais. déception, j'ai pas pensé à il y a une énergie négative autour de l'équipe, j'ai pas pensé à ça, j'ai resté dans mon truc, j'ai resté focus et je voulais faire le meilleur de moi-même et voilà, C'est déjà bien. Surtout que cette saison, elle se passe beaucoup mieux, en tout cas sur les premiers matchs. Après, ça va vite en top 14, hein, il suffit de 3 c'est défaites et faux. tu es au fond du saut. Hem, Tu sens quoi qu'au niveau collectif, maintenant je parle de la dynamique, tu sens que quoi, vous avez pris les choses qui avaient attiré de cette saison difficile, là que vous êtes sur un truc, j'ai l'impression que toi, vraiment les équipes qui ont beaucoup galéré l'année dernière, là, elles font un vraiment meilleur début de saison, comme si elles avaient pris, tout le négatif, elles avaient utilisé pour faire du positif. C'est comme Non. ça que tu le ressens un peu? Mais déjà, un peu, on parle de mon mentalité, c'est toujours ça, il y a toujours les positifs dans les négatifs et moi, toutes les périodes difficiles que j'ai passées dans ma vie, j'ai appris quelque chose et j'ai grandi. Et où je suis fier de l'équipe. Déjà, on n'a pas joué beaucoup de matchs et on sait que top 14, c'est vraiment dur. Donc, on va pas dire qu'on est les champions du monde. Mais là, il y a une énergie autour de nous qui est mieux.
il y a une bonne dynamique dans le groupe et tout ça. Et la raison que je suis fait de l'équipe, c'est qu'on a appris. En fait, ça peut aller dans les deux sens. On peut passer une saison difficile et on peut tomber dans le encore plus difficile après. On peut s'embrouiller entre nous, tout ça. Ou on peut avoir les vraies conversations, on peut en discuter, on peut être ouvert et on peut grandir. Complètement. Et là, en pré-saison, même la inter-saison, je pense qu'on a tous individuellement et collectivement, on a appris de ce qui a se passé l'année dernière. On est beaucoup plus stable. Les staffs, ils ont fait un très bon job à nous réunir Génial, ouais. et avoir des choses un peu plus stables que l'année dernière. Et là, je suis fait de l'équipe et j'ai hâte de voir ce qu'on fait cette année. Mais en tout cas, en tant que joueur individuel, personnellement, moi, je garde la même mentalité. Pour moi, on a gagné contre Bordeaux, ça ne change rien comme qu'on n'avait pas dû l'année Mmh. dernière contre quelqu'un. Ouais, C'est processus. Moi, mon job, c'est d'être la meilleure version de moi-même tous les jours. Et ça, j'ai pas besoin de l'extérieur, j'ai pas besoin de motivation de le maintien ou de gagner le top 14. C'est depuis fédéral jusqu'à ici, comment je peux être le meilleur joueur que possible. génial. On parlait tout à l'heure, après avoir fait un peu ton parcours de manière globale, de cette partie de tir au but. On a parlé que tu restais vraiment focus, pas sur le outcome, pas sur les trucs extérieurs, comme on pourrait dire en français, mais vraiment focus sur ton process. Tu me fais rentrer dans ton process, genre, il y a un coup de sifflet, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a un essai où l'arbitre siffle pénalité? Donc déjà, pour moi, il y a beaucoup de boulot qui se passe avant, Bien sûr, qui se fait avant. bien sûr. Donc la confiance, ça vient de le travail. Mmh. Dans les moments de suppression, les moments difficiles, si ton cerveau, il sait que tu as pas travaillé dur, il va lâcher, il va chercher les excuses, il va penser à autre chose. Donc déjà, j'ai beaucoup travaillé et surtout le côté mental, beaucoup de méditation et le côté visualisation. Donc surtout maintenant, je suis un peu plus âgé, je peux pas passer toute la femme sur le terrain. Je fais beaucoup de travail là-dessus, sur la visualisation, sur le mentality, méditation, d'être présent, tout ça. Après, quand l'arbitre il siffle, là, on va faire le choix si on prend le 3 points et tout. Et là, je rentre dans mon processus, ce qui est déjà, je vais pas parler de tout, mais j'ai les ancres en français, Les ancrages, ouais. ouais, Mmh. anchors in English, les ancrés, Ancrage. les ancrages en Mmh. français. Et c'est là, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que mon angle de ballon, donc ça doit être toujours le même. Et ça, c'est tout droit. Et je ouvre un tout petit peu et je vise juste intérieur de poteau gauche. Parce que moi, vu que je suis gaucher, j'ai toujours un petit effet comme ça. Donc, je sais que je dois viser juste intérieur de poteau gauche pour que ça revienne au milieu normalement. Après, c'est mon angle avec le ballon. Et ça, c'est 45 degrés, 5 pas derrière. Toi, tu le prends direct, hein, tu fais pas Ouais, pas ouais, arrière, je puis tu fais pars sur les pas tout côtés. ça. 45 Moi, degrés. je veux réduire le temps Mmh. De où je préparation. marche et préparation, tout ça. Donc, là, 45 degrés et je prends 5 pas derrière. Et après, je fais mon bon respiration. Et ça, c'est un peu le travail que j'ai fait avant. C'est la méditation, c'est d'être présent. Mmh. Et c'est là, même si je pense à deux, trois choses extérieures, c'est là où je deviens présent et je pense pas à tout ce qui est en jeu. Peut-être la pression, peut-être 2 points, 3 points, C'est peut-être ce le moment contexte de c'est match. ce moment-là, hein, où tu poses ton ballon, tu fais tes pas en arrière, que tu peux te faire absorber par toute cette pression, tous les facteurs extérieurs et toi, tu arrives à rester comme ça. Tu as c'est quoi ton processus après, juste sur la prise Donc en de fait, d'infos, tu vois? je fais mon Mmh. respiration et c'est là où je suis complètement concentré sur déjà la respiration et après moi, ballon et process. Et tout ce qui est en jeu, j'oublie. Le résultat, le match, est-ce que même si on est devant, derrière, tout ça, ça existe pas, c'est external. Donc je suis déjà concentré sur moi, mon frère, je suis présent avec mon ballon. Après, je regarde 2 fois. Après, je me dis souvent en tête: «Arrive doucement au ballon», parce que des fois, quand tu es stressé, tu es pressé, tu arrives trop vite à ballon et tu frappes un peu pressé, quoi. Mmh, bien sûr. C'est pas la peine. Donc arrive doucement au ballon, j'arrive doucement avec le même rythme qu'avant et après j'ai 2 choses que je garde en tête, c'est garder les têtes on va faire après Mmh. en skills, mais garder les têtes au-dessus le ballon parce que souvent Stay in your kick. c'était une kick, reste dans la frappe parce que souvent, nous les buteurs, on est trop pressés de voir le résultat. Un peu comme les supporters, on veut Mmh. voir est-ce que ça a passé ou pas. Mais c'est pas pour nous à regarder, c'est à nous de frapper. Moi, je frappe et je garde la tête un peu au-dessus, juste pour rester dans la frappe. Mmh. Parce que souvent, si je rate, c'est parce que je me lève trop tôt
et c'est là où je frappe mal. Tu es encore dans la frappe et puis tu te laisses un peu Exactement, embarquer, je frappe mal. mmh, Donc là, je reste dans la frappe et après les dernières choses qu'on sait, c'est peut-être un peu anglo-saxon, mais c'est le follow through. C'est le follow through, comme on dit en anglais, et c'est là où je suive le ballon 2-3 pas parce que même quand tu frappes mal, si tu as tout ton poids de corps qui suive le ballon et qui finit entre les poteaux, normalement, tu donnes la meilleure chance que ça va passer ouais. entre les poteaux. Si ton corps va vers les poteaux, ta balle va Ouais, vers les poteaux. et c'est marrant parce que si tu vois que j'ai raté ou tu vois que les joueurs, ils ont raté, souvent tu vois que le mec, il finit à gauche des poteaux ou à droite des poteaux parce Et que la son balle, elle poids de finit corps à gauche ou à droite, elle exactement, suit le corps, quoi. parce que ton poids de corps, ça finit là. Donc moi, j'essaie de toujours finir entre les poteaux. Trop bien, génial. On va pas faire partie cette partie skills pour ceux qui voudront, aller un peu plus loin. On va aller juste en bas, avec du contenu un peu vidéo pour voir un peu comment il met ça en pratique exactement, Zach. Dernier point que je voulais évoquer sur ce podcast-là, c'est un peu de la santé mentale. Tu l'as évoqué, tu parlais de la maladie de Charcot, nous on dit aussi la sclérose latérale amyotrophique en français. C'est une sale maladie. C'est une très sale maladie, c'est vraiment très sale maladie. Autant le cerveau est pas du tout touché, autant le corps, par contre, il se réduit un petit peu de plus en plus. Tu te fais un peu emprisonner par ton corps. Ton papa a vécu ça sur des années de la section là. Au-delà de cet événement qui t'a dû être dur, et si tu veux en parler, tu peux en parler, c'est ce mix entre, en fait, tous les week-ends, tu dois performer, tu dois rester dans ta bulle, tu dois pas te faire, les facteurs extérieurs dont tu parles depuis le début. Mais là, en fait, quand le facteur extérieur, il est trop dur, c'est compliqué, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est tellement fort que ça se mélange, en fait. ouais, donc déjà, en fait, la raison que j'ai fait un podcast en anglais sur le santé mentale et en fait, en France, on est un peu plus fermé pour l'instant. Complètement, Surtout pour les mecs, je pense que si tu parles de santé mentale, psychologie, tout ça, t'es un peu bizarre. Alors qu'en États-Unis, Angleterre, Australie, complètement. Nouvelle-Zélande, en ce moment, même depuis pas mal de temps, on est un peu plus ouvert. Mais là, j'ai passé par une période où j'étais rugbyman pro, buteur, je joue le maintien. Ça sort que je signe pour le Stade français. Je suis tout seul dans le sud de la France. Je suis pas chez moi, je suis pas avec ma famille. Et mon père, il a la maladie de Charcot. Ce qui, déjà, on a peur de lui, mais avant ça, quand il a la maladie, c'est quelque chose qui, c'est une expérience de vie que je souhaite pour personne, tu vois. C'est vraiment, tu vois, mon père, il était un de mes meilleurs potes, mon meilleur pote, et mon héros aussi. C'était mon idole. Et tu vois, lui, pour ceux qui connaissent pas, tu peux taper sur Google la maladie de Charcot, c'est très, très, très dur. Donc là, j'étais dans une période où je dois être performant le samedi, tes reboots et tout ça, avec tout ça qui est externel, qui est en jeu. Et là, la raison que je parle de santé mentale, c'est parce que j'ai passé par une période où j'ai essayé de garder tout ça pour moi. Je voulais être l'homme fort pour l'équipe, j'étais plutôt leader à section paloise. On a joué le maintien, je voulais pas être faible pour les mecs. Donc j'arrive tous les lundis, ouais, les mecs, cette semaine, la Et focus, stratégie, c'est focus, comme ça, on va focus. jouer comme ça, on joue contre Toulouse, on va jouer ça, blablabla. Et j'ai vite tombé dans une période vraiment difficile mentalement, mal aux têtes. Mais les vrais, euh, comment ça s'appelle en français, même en anglais, les vrais signes physiquement, ou les symptômes, pardon, les vrais symptômes physiquement qui étaient pas bons, les mal aux têtes, je transpire beaucoup, j'étais pas bien tous les jours. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis bête, parce que la force, c'est pas de garder ça pour soi, c'est de parler. Parce qu'on a tous peur de quoi? On a tous peur d'être jugé. Là, je dis pas qu'on doit parler avec tout le monde. On doit pas aller sur Twitter et dire: «Ouais, je suis triste Ouais. aujourd'hui», c'est pas la peine. Mais j'ai pris mes 2 meilleurs potes, ou mes 3 meilleurs potes, ma mère et deux trois coéquipiers que j'adore et j'ai beaucoup de confiance en eux et j'ai dit: «Je suis pas bien. Je gère pas comme les gens, ils pensent que je suis fort. Je suis faible, je suis un peu perdu sans mon père. Je sais pas quoi faire. J'étais toujours quelqu'un qui était connu pour son mentalité, mais là, je suis un peu perdu. Je sais pas quoi faire. J'ai mal aux tête, j'ai mal partout». Et juste le fait de parler, avoir ces discussions, déjà, ça m'a soulagé. Juste ça. Après, ce qui m'a soulagé encore plus, Tu disais, excuse-moi, je te coupe, toujours l'impression d'être fort et cetera, mais moi je trouve que c'est ça être fort. c'est ça être fort. Reconnaître qu'on galère, c'est ça être fort, tu vois? Exactement. C'est ça être fort. Et ça m'a permis de revenir fort. Parce que l'âge, ça m'a libéré la tête et je suis revenu un peu de oui, un peu plus de joie, un peu plus de soirée et tout ça. Mais après, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'il y avait beaucoup de mecs qui m'ont dit: «Oui, moi aussi, il y a 2 mois, j'étais comme ça. Moi, j'ai perdu mon père aussi. Moi, j'ai perdu mon frère. Moi, j'ai perdu ça. Oh, moi, il y a 2 ans, j'ai passé par une dépression».
Et après, j'ai compris que on passe tous par les périodes difficiles et on doit et après, humainement, ça m'a donné plein de choses et j'ai compris que en fait, on est faible de pas parler et on est fort de parler et maintenant, c'est un peu mon message même au staff français. Je parle avec les mecs dans le vestiaire tout le temps et en fait, ce que ça m'a donné, maintenant, j'ai un talent pour voir quand il y a un mec qui va pas et dès que je vois un mec de 18 ans, un mec de 30 ans, un mec qui va pas, je vais demander: «Est-ce que ça va? Tu veux parler?» Et 9 fois sur 10, le mec il va dire: «Ouais, c'est vrai que mais avec cette blessure, je suis pas bien mentalement. Putain, ce week-end, j'ai pas fait un bon match et j'ai l'impression que les mecs, ils sont pas contents avec moi». On en discute, on va et le mec, il va beaucoup mieux, juste comme ça. Après, quand on parle de ça, ce qui m'a aidé aussi, c'est mes études que j'ai commencé à 21 ans, ou même à l'université et le psychologie, ça m'intéresse vraiment. Et moi, après ma carrière, je vais être psychologue du sport et là, j'ai passé quasiment toute ma carrière en faisant les études à côté parce que j'adore les études, j'adore lire, j'adore comprendre les choses. Et là, je viens de il me reste 2 mois dans mon master de psychologie et Mmh. psychologie du sport. Donc ça m'a aidé aussi à comprendre le cerveau, Ouais, comprendre comment nous, il on dit fonctionne. grief en anglais. C'est un peu la période après tu perds quelqu'un et comment je peux m'aider, comment je peux être gentil avec moi-même et comment je peux sortir de cette période. Et pendant qu'on est sur ce podcast, je dois remercier, j'ai déjà fait plein de fois, mais je dois remercier tous les mecs de section paloise, les Français, les étrangers, les staffs, Pecoroni, tous les Seb, il était incroyable avec moi, les joueurs, tout le monde, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Les petits brunchs, vas-y Zach, tu restes pas chez toi, on va bruncher, on va discuter les choses. Ils m'ont tellement soutenu que dans les périodes difficiles, c'est ça aussi. Dans les périodes difficiles, il faut avoir un collectif. Moi, je suis quelqu'un qui pense que mentalement, je suis fort. Je- Là, j'avais besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Complètement. Je suis tellement content que tu dises ça sur le podcast, tu même pas. Tu vois, là, maintenant, le podcast, ça y est, il a pris de l'ampleur, tu vois, on est très écoutés et c'est bien et du coup, je vais en profiter pour faire passer des vrais messages, tu vois? Et pas juste, regarder comme c'est le plus beau et le plus fort, justement. Et tu vois, j'ai interviewé on a eu plus d'une centaine d'invités. On a dû avoir, 50 joueurs pro sur ces invités, tu vois? Et je t'assure, il y en a au moins, je te jure, la moitié qui, à un moment donné, sur un échange long, ils me commencent à me parler de dépression, que quand ça allait pas, de Rabat Slimani, enfin, je peux tous les citer, j'ai même pas envie de les citer. Les mecs, ils te disent: «J'étais au fond du seau, quoi. Ça allait pas, vraiment, ça allait pas» et ils te disent justement, c'est soit ils en ont pas parlé, ils ont vraiment galéré, ils ont eu la chance de remonter. Il y en a d'autres qui c'est la fin de leur carrière, en fait et il y en a d'autres, c'est la fin de même dans leur vie. Je pense à Jordan Michelet, à Rouen, là, tu vois, qui était enfin, c'est des vrais sujets, en fait et c'est pas encore ouvert en France. On Ouais. dit: «C'est mieux, mental health, c'est mieux». Ouais, pas encore, pas encore et du coup, je suis tellement content que tu parles ça et même dans la vraie vie, en fait. Le fait d'en parler, tu vois, je comptais même pas en parler, mais ça me remonte, on avec ma femme, là, on a fait 3 fausses couches, tu vois? C'était un peu compliqué, surtout le dernier, Je suis désolé. ouais, si, à tard en plus, tu vois? Il a fallu accoucher, c'était dur et tu vois? Le fait moi aussi, j'étais exactement comme toi. Je pleurais, je comprenais rien et tout. Toi, ça va? Non, ça va pas, tout et le fait d'en parler: «Ah bah, moi aussi, putain, j'ai fait de fausses moi aussi, tu sais que moi, là, j'en ai perdu 2 et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est comme ça. C'est en ouvrant la parole que tu ouvres, en fait, les problèmes des autres et c'est là et ça paraît con de dire ça, mais si cette saison, ça marche bien aussi le Stade Français, c'est que tu me disais que vous avez eu des vraies discussions. C'est peut-être ça aussi, tu vois? D'aller chercher ce petit Des truc en vraies plus, discussions. des vraies discussions. Et en fait, il y a 2 choses pour moi. Déjà, là, je suis en train de finir mes mémoires et j'ai fait un vrai projet sur la santé mentale dans le rugby et là, je peux pas trop en discuter parce que c'est pas encore fini, mais avec les vraies institutions, tous les joueurs de top 14, URC et Premiership et comme tu m'as dit, il y a beaucoup de monde qui sont passés par les périodes vraiment difficiles, donc faut pas le cacher, il faut discuter. Mais après ça, c'est que si nous, les rugbyman, on discute ça en public et nous, les rugbyman, on est vus comme les guerriers, les Mmh. vrais solides, les gladiateurs, on va dire. Mais les gens dans la vie normale, ils vont penser que c'est plus normal et tu peux être masculine, mais mais avoir les périodes difficiles. Et après, moi, si je peux donner un seul message, c'est de parler. Des fois, tu penses que tu es tellement dans le sombre, tu es dans le dark, tu pas bien, tu es déprimé. Et juste une discussion de 10 minutes, ça peut tout changer. Des fois, tu penses que tu dois passer par 6 mois de psychologue, de thérapie, tout ça. Des fois, juste, tu parles avec quelqu'un, tu discutes Je vais et pas ça va bien. beaucoup mieux après. Ouais, complètement, Donc vraiment, c'est le message. C'est pas fort de garder ça pour toi, c'est fort de discuter tellement. dans le bon contexte. Trop bien. Voilà.
tu sais quoi? On va conclure ce podcast là-dessus parce que je suis vraiment content, tu vois, qu'on finisse là-dessus. C'est vraiment Ça cool. fait plaisir. Ouais, c'est une vraie parole. J'ai une question traditionnelle pour boucler le podcast. C'est qui est-ce que tu aimerais bien voir sur ce podcast? Quelqu'un de cool, quelqu'un d'intéressant, s'il est bon au rugby, c'est pratique Ça, ou même c pas, tu vois? Mais vraiment, quelqu'un où tu penses qu'il a une histoire qui peut intéresser les gens serait ou alors, tu sais, genre qu'il a un skills de fou, genre comme toi, tir au but. Je sais pas et dis-moi un peu. étranger ou français? Ah, faut que ça Il parle faut que français quand même, ça parle tu vois? français, Ouais, quand même. mais ça peut être étranger aussi. Ça, c'est une très bonne question. Tu sais, je pense qu'un très bel podcast, ça peut être Joe Jonas. OK. Il parle super bien français, son parcours, c'est trop cool. Ouais, Au niveau de skills, il est un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans ma c'est vie vrai? et il est humble, il est marrant, il est cool Il parle et BO, c'est ça, ouais, 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 exactement. Il a joué en Pro D2 en top 14. Il vient d'Afrique du Sud et c'est un très bon joueur et je pense qu'on n'a toujours pas vu le meilleur de Jonas. Lui, il a beaucoup à montrer. Trop bien. Merci Zach. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez le travail réalisé et que vous voulez nous soutenir dans notre aventure, ça se passe sur le Tipeee Rugby Physio. On est un média indépendant, donc on a besoin de soutien. Le lien est dans la description. On tient aussi à remercier notre partenaire annuel SportEasy, l'application des clubs qui grandissent. 12 000 clubs gagnent déjà du temps en l'utilisant et c'est pas un hasard. Rendez-vous sur sporteasy.net ou sur l'application en venant de la part de Rugby Physio pour entamer la prochaine saison sur de bonnes bases. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. C'était depuis le début. À très vite.